Vingegaard. Pogacar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief de la 7e étape du Tour de France femmes avec cette arrivée au sommet du col du Tourmalet et avec moi Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à toutes et tous. Quelle étape on a vécue aujourd'hui Julien quand même? Une étape épique qu'on peut déjà classer dans les étapes de légende du Tour Femmes et on peut même la classer dans les étapes de légende de la Grande Boucle tout court, de la Grande Boucle en général. Ouais, je pense que franchement, vu ce qu'elles nous ont montré les femmes aujourd'hui, on peut mettre cette étape-là parmi la légende du Tour. Alors pour vous expliquer, on était sur le Tour pendant la première semaine. Là, on est à la Mongie. Donc pour enregistrer ce podcast, je suis à la Mongie sur la terrasse d'un bar avec Sportza, la télé belge qui vient d'enregistrer. Et puis voilà, des supporters à côté aussi. Ça va être assez sympa à vivre. Julien, déjà, raconte-moi un petit peu toi comment tu as vécu cette étape. Moi, je te dirai un petit peu aussi comment j'ai vécu. J'étais à la Mongie pour voir passer les filles. Alors ouais, j'ai regardé l'intégralité de l'étape. C'était justement l'intégralité sur France Télé. C'était une bonne initiative encore pour montrer une étape qui est devenue une étape qui va devenir une étape de légende. Pas de temps mort. Vraiment une étape où il y a eu 0 temps mort, même dans le fictif, on voyait déjà que les filles étaient tendues, ça frottait tranquillement derrière la voiture rouge et c'est parti très vite. C'était vraiment une étape super intéressante à suivre à la télé. Ouais, puis bon, je vais te dire sur place, moi j'étais au départ à Lannemezan et puis après je me suis dirigé tranquillement après le départ à Lannemezan au Tourmalet. À la base, je voulais quand même me mettre au sommet du col du Tourmalet et puis c'est vrai que les voitures étaient arrêtées à la Mongie, sauf les voitures d'équipe. Après, il fallait prendre un téléphérique pour aller tout en haut. Mais en fait, j'ai récupéré le brouillard bien avant la Mongie, aller à 2 km avant la Mongie, donc on était à 6-7 bornes de l'arrivée. Et là, je me suis dit, ça va rendre cette étape encore plus épique qu'elle n'aurait pu l'être. Et au final, c'est quand même une étape épique. Et vraiment épique, c'est vraiment une étape épique qu'on a vécue. Et je pense que le mot épique, la définition même du mot épique, c'est vraiment ce qui colle le mieux à cette étape qu'on a vécue aujourd'hui, quoi. C'était l'étape à regarder pour encore plus apprécier le cyclisme féminin. La meilleure promotion possible pour les femmes. Bon, pour tout te dire, j'étais bloqué à la Mongie, en tout cas je me suis mis à la Mongie pour regarder passer les femmes. Je suis dans le centre de presse, je vois Niewiadoma en tête, et là je les vois arriver, elles sont à peu près à 500 mètres, à peine, à 500 mètres, 1 km de la Mongie, en tout cas du point où j'étais à l'entrée de la station de la Mongie. Et là je me dis, je vais me diriger vers l'extérieur tranquillement, j'attends 2 minutes, je les vois passer, et là qu'est-ce que je vois sortir du brouillard? On voyait même pas à plus de 200 mètres, vraiment, le brouillard était vraiment à couper. Et au fur et à mesure que les minutes sont passées, le brouillard était de plus en plus épais. Il était à peu près 19h03 même. Lorsqu'on a vu, j'ai vu Demi Vollering sortir du brouillard. Elle a placé une attaque donc juste avant dans les paravalanches. Et franchement, elle m'a donné une impression, je vais pas dire de facilité, mais une impression de légèreté en tout cas sur le vélo. C'était assez impressionnant. Et toi, je pense que devant l'écran ça a dû être pareil, ça a dû être assez impressionnant à voir, quoi. C'était assez impressionnant. Forcément un peu déçu pour Niewiadoma parce que elle avait réussi à recreuser sur le peloton et la façon dont elle s'est fait déposer, je me suis dit qu'elle allait peut-être réussir à accrocher la roue et non, je pense que ça relevait de l'impossible. Ouais. Du moment où ça a déclenché devant, après, derrière, du coup, c'était compliqué, quoi. C'était très compliqué, ouais. Bon allez Julien, on va faire comme on a fait pendant le Tour Hop, notre habitude, le podium. Donc je te laisse commencer le podium, toi, de cette étape donc entre Lannemezan et le sommet du col du Tourmalet avec 90 km au programme. Alors mon 1, forcément, c'est la démonstration Vollering qui était tout en maîtrise, sereine,
qui a pu faire croire qu'elle était pas bien dans l'Aspin ou qu'elle était juste d'un niveau égal à Van Vleuten. Non, elle a super bien bluffé et ça faisait partie de la stratégie d'attendre ses coéquipières pour se faire emmener les premiers, de pouvoir se faire lancer sur les pentes du Tourmalet. Mon deuxième point, on en avait déjà parlé hier, la puissance Kopecky, sa façon de monter l'école, qu'elle soit encore dans le Tourmalet juste au moment de l'attaque d'Amy Vollering, et la façon dont elle gère sa montée, c'était juste beau à voir. On en avait parlé, le maillot jaune transcende. Là, je pense qu'on en a encore eu la preuve. Et mon top 3, mais mon troisième sera Juliette Lavoux, la meilleure française au classement général, la meilleure française au classement de l'étape, qui a assumé son rôle de favorite, vu qu'elle était favorite au classement général, en essayant de rattraper le temps perdu sur sa première étape ratée. Elle a fait ce qu'il fallait, elle a attaqué, elle a tout essayé pour regrappiller les places qu'elle avait perdues. Ben écoute, tu sais quoi, j'ai exactement le même top 3 que toi, on va pas être très original, très originaux. Vollering, Kopecky, Labous. On parlera un petit peu de la FDJ Suez qui s'est montrée, notamment avec la réaction de Marta Cavalli. Elles font avec Uttrup Ludwig, elles font toutes les deux top 10, donc on va en parler. Bon. Le point numéro 1, forcément, Julien, c'est Demi Vollering qui a survolé cette étape. Très rapidement, refaire le film de cette étape-là, où tu l'as dit, ça a attaqué de partout dès la sortie de Lannemezan jusqu'à Haro avec le pied du col d'Aspin qu'elles ont pris par le versant le plus dur, celui de première catégorie. Ça, tout de suite, au pied du col d'Aspin, on a vu les premières coureuses se garer. On en a vu ensuite accélérer les DSM, les Movistar surtout qui ont imprimé un gros tempo. À 6 km du sommet de l'Aspin, c'est Liane Lippert qui imprime le tempo et Annemiek van Vleuten qui attaque à 5 km du sommet de l'Aspin. On a là 3 filles en haut qui se détachent avec Van Vleuten, Casigny et Viadoma. Et puis Demi Vollering, le groupe de poursuivantes avec notamment Lotte Kopecky, Juliette Lavoux qui derrière, chez Mollmann aussi, Cécilie Uttrup Ludwig. Et puis dans la descente en fait du col d'Aspin, Neviadoma s'échappe. On a une sorte de marquage un peu entre Vollering et Van Vleuten, pas de prise de risque. Vollering avec Kopecky, avec aussi Marlène Reusser qui était dans le groupe de derrière. Et donc dans cette descente un peu plus plate jusqu'au pied du Tourmalet, avec ce début de Tourmalet qui était pas avec des gros pourcentages, on a vu que ça a recollé, Neviadoma seul en tête. Et puis après ça a été l'explication et Kopecky nous a bluffé. L'attaque de Demi Vollering, j'ai dit à un peu plus de 5 km de l'arrivée, Julien, tu parlais toi, on s'en parlait un peu avant le podcast, tu me disais un peu que c'était un peu comme sur la piste ou même qu'elle faisait un peu de la patinette Demi Vollering pendant cette étape là, c'est un peu ça quoi. Elle était bien dans les roues. La partie piste, on avait vraiment l'impression d'être dans un match de vitesse entre Mathilde Gros et Emma Inze, pour faire l'analogie entre Vollering et Van Vleuten. C'était bientôt elles allaient faire du surplace dans la descente du col d'Aspin, là où Nievadoma est sorti. Il y avait la stratégie, je pense qu'elle n'a pas voulu jouer avec ça. Van Vleuten n'est pas à l'aise dans les descentes. Je pense que si Vollering avait voulu lui mettre la pression, ça aurait pu, Van Vleuten aurait pu déjà dégoupiller dans la descente du col d'Aspin. Tu penses? Ouais. Van Vleuten, on en avait parlé au moment du Giro, au moment de la malheureuse chute d'Elisa Longo-Borghini. Van Vleuten tombe la première dans le même virage parce qu'elle est sous pression, parce que Longo-Borghini revient derrière. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'après, on a vu ce marquage d'Amy Vollering. Elle a joué le nombre avec Kopecky et Reusser derrière. Elle n'avait rien à perdre. Hein. Elle avait encore 2 coureurs derrière. Alors elle a justifié aussi en interview d'après-course. Elle n'avait pas roulé, elle avait le maillot jaune à protéger derrière. Ben oui, mais c'est logique. Mais c'est tout à fait logique. C'était ça la grande force de SD Works aujourd'hui. Hein. C'était que le maillot jaune n'était pas sur le dos de Vollering, c'était le maillot jaune était sur le dos de Kopecky. Hein. Voilà, et puis il fallait le défendre ce maillot jaune. Kopecky était dans le groupe derrière à 30 secondes. Elle n'allait pas lui faire un enfant dans le dos, quoi.
Ouais, exactement. Bon, hier soir, quand on a fait les pronostics, Julien, je t'avais dit quoi? Bah, toi, t'as bien réussi. Bon, moi, je suis Pour pas une loin. fois, pour une fois. Moi, je finis pas super loin avec chez Molman Pasio, C'est vrai. qui a fait aussi sa petite montée au train. Il aurait pas fallu un kilomètre d'ascension de plus parce que je pense qu'elle allait chercher, la troisième et la deuxième place, hein, sans souci. Ouais. Et peut-être que Moolman allait aussi se faire rattraper par Juliette Labous qui a monté au train et qui a très bien terminé ce col du Tourmalet. Je voudrais qu'on revienne un peu sur Demi Vollering parce que c'est vrai que lorsqu'elle a attaqué, elle a déposé les filles avec qui elle était, elle a déposé Niewiadoma comme en un éclair plutôt. Et en fait, on a eu cette passation de pouvoir dans cette étape de légende. On a eu cette passation de pouvoir entre Vollering et Van Vleuten. Van Vleuten qui termine 3e à 2,34. C'est-à-dire que Vollering a collé 2,34 à Van Vleuten en même pas 5 km. Ah, c'était. Alors, il n'y a pas les explications de pourquoi Van Vleuten était si mal. On va certainement avoir les communiqués de presse dans la soirée. Mais ouais, ça fait vraiment une passation de pouvoir entre l'ancienne et la nouvelle génération. Avec quand même un petit pincement au cœur parce qu'on se dit que bon, Van Vleuten, elle aurait aussi mérité un 6e grand tour de suite, quoi. Ce qui est le plus terrible, c'est quand même Van Vleuten maintenant, elle est menacée au classement général de ne même pas être sur le podium à Pau demain soir, parce qu'on verra dans les classements plus tard. Mais maintenant, le classement général il ne compte que 7 secondes d'avance sur le Tokopeki. C'est très très léger quand même, hein. C'est très très léger. Alors elle compte, je compte en même temps 38 secondes de retard sur Niewiadoma à la 2e place au général. Tu penses qu'elle peut aller chercher Niewiadoma? Alors Niewiadoma a très très peu de bonnes références en chrono. Et après Van Vleuten, avec son immense palmarès aussi en chrono, elle est championne olympique en titre du chrono, elle était championne du monde. Elle a quand même un grand passé sur le chrono. Normalement, elle doit aller chercher la 2e place. Maintenant, voir comment c'est dans sa tête ce soir. Est-ce qu'elle aura le mental pour lutter, pour ne pas perdre les 7 secondes sur Kopecky, qui est championne on l'avait dit hier, championne de Belgique du chrono. Après Van Vleuten, à l'âge qu'elle a, l'expérience qu'elle a quand même, je pense pas qu'elle va se laisser abattre, hein. Et j'ai envie de te dire, elle sait que c'est la dernière étape de grand tour de sa carrière demain, donc elle va y aller à fond. Par contre, au-delà du mental, c'est peut-être le physique tout simplement. Où en est le physique d'Annemiek van Vleuten? À quel point elle a pris cher aujourd'hui dans le Tourmalet? Est-ce qu'elle ne serait pas victime du virus qui tourne dans le peloton? On ne sait pas. Tu penses que c'est dû à un virus ou je sais, tout simplement il y avait juste plus forte devant elle? Après, Vollering était vraiment très forte. Ça, c'est un fait. C'est acquis. Après, qu'elle perde autant, il y a quand même quelque chose. Parce que normalement, Van Vleuten se bat. Il se bat d'habitude. Là, t'as l'impression que. Je suis en train de calculer en même temps, ça fait 30 secondes au kilomètre, hein, Julien. Bah, c'est ça qui est impressionnant. C'est que Van Vleuten, normalement, après 30 secondes, elle essaie de stabiliser l'écart. Là, t'as l'impression qu'elle a pris uppercut, coup droit et KO, quoi. Ou alors Demi Vollering était juste trop forte pour tout le monde. Parce que Van Vleuten, elle ne craque pas tellement. Elle termine seulement à 36 secondes de Niewiadoma. Oui, mais Niewiadoma aussi a craqué, je pense. Elle a pris un coup de massue aussi sur la tête. La façon dont elle s'est fait déposer par Vollering. T'as aussi ce facteur-là. Vraiment, je voudrais revenir sur demain parce que par rapport à Van Vleuten, on a là, donc on parlait un peu de cette passation de pouvoir, dernière année de sa carrière, dernière étape de grand tour de sa carrière, donc à Annemiek van Vleuten. Tu penses que demain, je voudrais revenir sur ça, les jambes, tu penses qu'elle est vraiment si mal que ça? Pour avoir parlé un petit peu, c'est vrai que j'étais au départ à Lannemezan et c'est vrai que ils sont plusieurs quand même à parler de virus qui traînent un peu par-ci par-là. Certaines sont épargnées pour le moment, pas tout le monde. On se dit vivement l'arrivée à Pau. C'est un peu de la survie, mais ça serait quand même malheureux que Van Vleuten craque autant comme ça en 2 jours et que ça soit un virus qui la mette à mal.
Alors le virus, elle a eu l'année dernière au départ de Tours. Là, cette année, elle a pu rebondir après. Là, c'est vrai que ce serait triste pour elle, pour son dernier grand tour, de finir comme ça. Après, elle a de l'orgueil en Van Vleuten. Oui. Elle n'a pas gagné sur le tour cette année. Et Après, ouais. Bon, après, il y aura des spécialistes du chrono hein, demain pour aller la chatouiller hein, quand même. Hein. Après, ouais, il y a l'épouvantail. Il y a pour moi, demain, il y aura 2 épouvantails. Mais bon, on en reparlera plus tard. Mais, on se fera les pronos tout à l'heure. Ouais, on se fera les pronos tout à l'heure. Pas de soucis. Ouais. Il y a deux grosses pointures. Pour moi. Alors, est-ce que parmi les épouvantails, il y a celle dont on va parler, une certaine Lotte K il y a une certaine LK, effectivement, dans les épouvantails. Ouais. Bon, on va en parler, Lotte Kopecky, qui avait le maillot jaune au départ de Lannemezan, qui fait 6e de l'étape. T'imagines, 6e de cette étape de haute montagne, arrivée au Tourmalet à 3 minutes 32 de demi-Vollering. Lotte Kopecky, qui pendant très longtemps, mais jusqu'à l'attaque de demi-Vollering, a été avec les meilleurs, a été avec Van Vleuten, a été avec Niewiadoma, a été avec Moolman, avec Labous. C'est impressionnant ce qu'elle nous a fait aujourd'hui. Alors dans l'Aspin, elle était dans le 2e groupe, avec les poursuivantes. Mais franchement, ce qu'elle nous a fait, ben, tu vois, hier soir, on se demandait ce qu'elle allait pouvoir faire. Là, on a vu. Et franchement, ben, c'est même pas impressionnant, c'est au-delà. C'est voilà, c'est comme tu as résumé en 3 lettres, waouh. Il n'y a pas d'autre mot parce qu'elle était, moi, je l'ai trouvée énorme. Et honnêtement, je pense qu'elle va pas garder son maillot noir jaune rouge longtemps si elle marche comme ça en Écosse. Son maillot noir jaune rouge, tu peux expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas trop? Alors Lotte Kopecky porte le maillot noir jaune rouge quand il est pas tout jaune en ce moment, parce qu'elle est championne de Belgique sur route et je pense qu'on pourra la classer dans les grandes favorites pour Glasgow, qui a un parcours un peu typé flandrienne. Et Lotte Kopecky est une flandrienne. Lotte Kopecky qui va donc aller à Glasgow au championnat du monde. On pourrait bien que les Belges fassent une radia au championnat du monde sur route, parce que chez les hommes, on a un certain Remco E qui a fait une démonstration à la Classica San Sebastian aujourd'hui et qui l'a emporté pour sa reprise avant les mondiaux. On va revenir aux femmes. Lotte Kopecky, franchement, est-ce que le premier bluff, en fait, peut-être le premier marquant, le premier tournant de cette étape, c'est pas de l'avoir avec les meilleurs, en tout cas avec le 2e groupe de poursuivantes dans l'Aspin jusqu'en haut? Est-ce que c'est pas ça le premier tournant qui fait dire aux autres, en fait la SD Works, on va pas seulement devoir bagarrer contre Vollering, et ça permet aussi à Vollering de faire la patinette derrière, mais on va devoir aussi bagarrer contre Kopecky, qui avait Reusser. Totalement, hier on en parlait, tu sais, on parlait des filles qui allaient pouvoir accompagner Vollering longtemps. Et t'as les 2 qui étaient là, Kopecky, Reusser. Alors, à propos de Kopecky, en début de saison, je trouvais qu'elle avait changé morphologiquement. J'ai trouvé qu'elle faisait un peu moins baraquée, tu sais. Ouais. Et effectivement, je me pose la question de savoir si elle ne suit pas une voie à Emma Dorsgaard, qui a décidé de ne plus être sprinteuse, parce qu'elle sait qu'elle sera tout le temps barrée par Vibus, et que c'est pour ça qu'elle a perdu du poids, et que c'est aussi pour ça que Kopecky passe mieux l'école. Il y a avec en plus des courses qui se durcissent de plus en plus. On a vu sur le Tour Femmes qu'il n'y a eu qu'une seule arrivée au sprint, qu'il a fallu aussi être explosive sur la plupart des étapes pour accrocher les meilleurs. Et peut-être que le Tour de France de Lotte Kopecky va lui ouvrir l'appétit pour la suite de sa carrière. Toujours flandrienne, mais toujours forte sur les Ardennaises aussi. Mais justement, est-ce que ça pourrait pas lui ouvrir l'appétit sur les Ardennaises? C'était sur les Ardennaises ou sur un Tour de Romandie où, comme l'année dernière où il n'y avait pas trop de col, ça peut aussi, ça peut passer. Aussi. Alors, tu vois, c'est du direct, en tout cas on enregistre en direct là. On enregistre dans les conditions du direct, voilà, c'est plus français. Je vais pas faire celui qui connaît toute la carrière de Lotte Kopecky. Je regarde son palmarès aussi sur les Ardennaises, et c'est vrai qu'elle remporte 2 fois le Tour des Flandres, elle remporte les Strade Bianche l'année dernière, Nokkerekers cette année, elle fait 2e des mondiaux l'année dernière, Kopecky. Et après, quand on regarde son palmarès sur les Ardennaises, il y a pas ouais,
Ouais, il y a pas. Cette année, elle fait deuxième de l'Amstel, mais elle va pas chercher Liège. Je suis en train de regarder en même temps. Toi, si tu as des repères en tout cas. Liège cette année, c'était compliqué. C'était la période justement où elle était repartie. On en avait parlé en présentation du Tour, où elle était partie faire la Coupe du Monde en recherche de points de qualification pour Paris 2024 sur piste. C'est vrai. Le calendrier n'était pas forcément. Elle avait annoncé clairement qu'après les Flandriennes, elle repartait sur piste pour aller chercher les fameux points qualificatifs. Quand tu as quelqu'un qui est quand même capable de faire vainqueur du Tour des Flandres, deuxième de Paris-Roubaix, ça c'était l'année dernière, et cette année regagner et le Tour des Flandres et de faire septième de Roubaix, mais dans les conditions qu'on connaît, et de faire deuxième de l'Amstel avant de partir sur la piste, c'est dire un peu la force qu'elle a. Mais c'est vrai que l'Otto Kopecky, pour revenir à l'étape du jour, moi vraiment de la voir avec les meilleurs jusqu'à 5 bandes du sommet du Tourmalet. Après il y a eu l'altitude, il y a eu les très forts pourcentages à l'approche de la Mongie et dans la Mongise. Là vraiment c'était vraiment des pourcentages très très forts, avec peut-être le brouillard, le froid aussi. Ça c'est pas des conditions. Bon, et ses efforts de la semaine. Et ses efforts de la semaine, j'ai envie de te dire, le brouillard, le froid, au printemps, pendant les Flandriennes, ça va, elle a l'habitude. Mais là, avec de l'altitude, on est à près de 1700 mètres d'altitude quand même, là, à la Mongie. Donc ça marquait quand même, ça marquait le coup, ça marquait les organismes. Ça marquait les organismes, elle a aussi, c'est ce que je venais de dire avant, elle a beaucoup travaillé dans la semaine. Pour elle, rappelle-toi qu'elle mène le sprint aussi pour Vibus. Oui. Maillot jaune en poisson pilote, c'est un luxe que peu peuvent s'offrir. Et qui fait troisième en étant poisson pilote en plus. Ah ouais, donc mais alors, on voit apparaître sur certains sites une analogie négative entre elle et Wout van Aert. Mais je pense qu'effectivement plutôt Kopecky, Van Aert et Vollering, Vingegaard, c'est un peu ça l'analogie dans les stratégies aussi. Dans les stratégies, oui. Et moi j'aime beaucoup l'analogie Van Aert Kopecky. Moi je le prends plutôt d'un côté positif, parce que des personnes qui peuvent aller marcher sur les Flandriennes et sur le Tour, chez les hommes, j'en vois que 2 actuellement. Ouais. Pogačar et Van Aert. Ouais, exactement. Et franchement, c'est dire la force de l'Otto Kopecky. Julien, on va avancer un peu dans ce débrief donc de cette 7e étape du Tour Femmes qui est arrivée au Tourmalet. On est à la Mongie pour enregistrer ce podcast. Je suis à la Mongie en terrasse. Alors en terrasse, c'est bien dire parce que il y a un brouillard tellement épais que je vois même pas à 50 mètres, je vois même pas le téléphérique du Pic du Midi qui est pourtant juste à côté de moi. Bon, bref, c'est pas grave. Tu vois ton verre, ça va. Oui, exactement, qui est bon, pas très loin, on verra ça après l'enregistrement. Juliette Labousse aujourd'hui, Juliette Labousse, 5e de cette étape au Tourmalet. Elle devait être offensive, elle devait grappiller du temps. Elle fait 5e du jour, elle est 6e au général. Elle a fait l'étape qu'il fallait en fait, Juliette. Et elle était. D'ailleurs, vous pourrez écouter la réaction de Juliette Labousse à la fin de ce podcast. Quand je suis allé voir à l'arrivée après la redescente du sommet du Tourmalet au bus qui était en dessous de la Mongie. Je suis allé la voir. Elle est très contente de son étape. Vous pourrez l'écouter. Satisfaite de cette 5e place. En même temps, elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle était avec les meilleurs. C'est là où on l'attendait. C'est là où elle aurait. C'est la place qu'elle aurait pas dû perdre avec son coup de chaleur le dimanche dernier. Elle va forcément avoir des regrets. Elle va avoir des regrets. Après, forcément, cette contre-performance a joué sur son mental. Maintenant, elle va avoir des regrets. On l'a vu beaucoup attaquer. On l'a vu beaucoup attaquer, c'est elle qui relançait l'allure en permanence dans le groupe de favorites. Alors peut-être qu'elle a gâché des cartouches et du coup c'est ce qui lui gâche un petit peu parce qu'elle termine à 3 secondes derrière Mollman. Peut-être que sans ces cartouches lâchées à attaquer, peut-être qu'elle termine non pas 5e mais peut-être 4e voire 3e de cette étape-là parce qu'elle termine qu'à 12 secondes c'est ça, ouais, d'Annemiek van Vleuten. Mais en même temps c'est ce qu'elle devait faire parce qu'avec ce retard pris à la première étape à Clermont-Ferrand, elle devait attaquer et c'est ce qu'elle a fait, elle a été offensive, elle s'est montrée. Elle a assumé son rang de leader et je vais m'extrapoler. Elle a assumé son rôle de nouvelle leader du cyclisme français. Nouvelle. Elle prend le relais de qui là aujourd'hui? Aujourd'hui, elle prend le relais elle va forcément aussi prendre le relais dans les médias d'une Audrey Cordon-Rago. Et
Et ça se voit qu'elle veut assumer aussi cela, Juliette, et qu'elle est prête à assumer. Et Audrey Cordon-Rago aujourd'hui, alors d'ailleurs Audrey Cordon-Rago, vous pourrez aussi l'écouter après Juliette Labousse à la fin de ce podcast qui, vous l'entendrez, Audrey, elle avait des frissons à passer, elle voulait juste profiter. Bon, elle termine loin aujourd'hui, mais elle voulait juste profiter. Je regarde le classement d'Audrey Cordon-Rago à 25 minutes, il me semble, elle est pas loin. Non, peut-être un peu plus haut, une vingtaine, voilà, 21 minutes 42, 54e de l'étape. Elle a voulu profiter, elle a voulu passer dans des endroits où il n'y avait pas beaucoup de place pour justement voilà, se faufiler, ressentir un peu ça, et elle a vécu des frissons qu'elle a toujours voulu vivre. Vous pourrez l'écouter à la fin de ce podcast. Pour revenir à Juliette, c'est un peu ça aussi, elle s'est laissée porter par le public qui l'a encouragée énormément, qui était là pour elle aussi. On sent même médiatiquement, tu parles médiatiquement, mais elle va porter cyclisme français. Là, on attendait aussi une Evita Music en même temps avec elle. Mais aujourd'hui, c'est Juliette qui fait podium au Giro et qui va peut-être faire top 5 sur ce tour. Mais de toute façon, ce sera la future numéro 1 dans les médias. Audrey a énormément fait pour le cyclisme féminin. Elle a été beaucoup présente dans les médias. Et avec Juliette, elle a une successeur de talent. Parce qu'en plus, elle passe super bien dans les médias, Juliette. Oui, exactement. Et elle parle bien et elle le sait, de toute façon, c'est la nouvelle génération, elles le savent aussi que les médias, et depuis qu'elles sont dans les rangs juniors où elles commencent à percer, à avoir des résultats, elles sont entraînées, ou en tout cas c'est naturel pour elles d'aller répondre aux interviews, et on le voit, elles se forcent même pas, c'est naturel. Elles le savent aussi que c'est bon pour la promotion du cyclisme chez les femmes. Ah, mais de toute façon, quand tu écoutes les filles parler, maintenant, dans les médias, elles savent que le cyclisme féminin doit percer dans les médias, et elles montrent une belle image de ce cyclisme. Là encore, en attaquant, elles montrent que les Français, c'est pas les Français de Roland Garros, elles y vont, quoi. Exactement. Bon, Julien, demain, Juliette Labousse, elle fait top 5 du Tour de France à Pau. Demain, elle peut aller chercher le top 5, oui. Voir comment elle aura récupéré de son étape d'aujourd'hui. Mais le chrono lui fait pas peur. C'est quelque chose qu'elle peut maîtriser. D'ailleurs, une petite scène que j'ai captée au pied du bus DSM, quand Juliette Labousse est revenue sur le home trainer, il y avait Léa Curigny qui était transit de froid après être descendue du sommet du Tourmalet. Donc on était à 6 bornes du sommet du Tourmalet, là où étaient les bus. Léa Curigny était transit de froid, elle va voir Juliette, elle fait là en fait je sais même pas si j'ai envie d'aller sur le home trainer et tout, j'ai trop froid. Et là Juliette, on voit déjà, tu vois à quel point le professionnalisme, elle lui dit, et la grande sœur aussi qui est Juliette, non, je te conseille d'aller sur le home trainer, tu vas voir, demain ça va te servir, je te conseille d'y aller un petit peu. Léa Curigny est remontée dans le bus, elle est allée se mettre au chaud un petit peu, et avec des affaires sèches, après elle s'est remise sur le home trainer, et pour récupérer, faire descendre un peu la toxine. Donc tu vois un petit peu aussi le degré de professionnalisme. Juliette Labousse, elles savent très bien tout de suite, hop, projeter sur demain, et les conseils aussi en leader qu'elle est, en leaduse qu'elle est, avec la jeune Léa Curigny. Mais je lisais une interview justement du directeur sportif de DSM qui disait que depuis son top 10 au Tour l'année dernière, depuis sa 4e place, elle avait appris à être leader. Elle savait être leader maintenant, et qu'effectivement, elle avait ce rôle en même temps de leader, de donner les consignes sans jamais s'énerver, ce qui est plutôt rare pour une leader, de ne pas avoir des mots plus haut au briefing, et aussi ce rôle de grande sœur dans l'équipe. Faut voir qu'elle n'est pas très loin d'être la plus vieille de l'équipe, malgré ses 24 ou 25 ans. C'est vrai. Julien, bon, on va avancer un petit peu parce que c'est vrai que cette étape du Tourmalet nous allait réserver de nombreux enseignements. On va passer au classement juste après. Je vais te faire un troisième point bonus, en tout cas un 3 bis. La FDJ Suez, 8e Marta Cavalli qui est restée avec Cécile Utrup. Ludwig qui a terminé 9e, donc dans sa roue à 3 secondes derrière. On a vu une FDJ Suez soudée aujourd'hui. Cécile Utrup était présente avec les meilleurs jusqu'au
au pied du Tourmalet, si je ne me trompe pas. Et puis ensuite, elle a fait la montée à son rythme, j'ai envie de te dire. La belle réaction de Marta Cavalli. Et c'est le truc qui rentre dans le top 10, qui est 8ème là au général. Allez, à même pas une vingtaine de secondes de Sant Esteban. L'objectif de demain sera d'aller chercher cette 7ème place au général. Je pense que vu ses capacités en chrono, Cécilie peut aller chercher Sant Esteban. Il y a 19 secondes. Cécilie a été championne du Danemark du chrono. Donc elle a aussi quelques références. Je pense qu'elle peut aller chercher le top 7, elle peut aller chercher la 7ème place. La FDJ Suez est à sa place? Je te dirais que non, vu les ambitions qu'ils affichent au départ, ils ne sont pas à leur place. Après, il y a eu quelques aléas. Les Vita Music, qui devait faire partie du Trident, est blessé. On a eu confirmation hier que c'était pas une maladie mais une blessure. Non, on n'est pas à leur place. Cécilie est... On peut le dire, une petite déchirure au périnée, elle s'est expliquée sur Instagram d'ailleurs. Et Vita Music, voilà, ça fait partie des blessures que n'ont pas les hommes forcément, mais qui marquent sur un vélo. Et voilà, c'est aussi bien, je trouve, qu'elle se soit exprimée ouvertement de cette manière-là sur ce genre de blessure. Ah ben c'est bien, et puis ça ouvre aussi. Alors c'est bien cette médiatisation du cyclisme féminin. Mais il faut voir aussi tous les problèmes qu'ont les femmes à côté par rapport aux hommes. Il y a beaucoup de dossiers qui s'ouvrent, beaucoup de tabous qui sautent, notamment sur ces problèmes de périnée, sur les menstruations. Et ça, c'est aussi quelque chose de très bien pour le sport en général. Ouais. Et on est en train de vider les bouteilles du bar où je suis assis derrière moi, pas très grave si vous entendez. Non, mais pour être plus sérieux, c'est vrai que aussi même le dossier de la pause pipi sur le vélo, c'est vrai qu'on en a parlé, ça a été évoqué ouvertement dans ce Tour de France aussi. On a vu des articles fleurir, c'est bien de pouvoir en parler. Et en fait, casser les tabous, se dire qu'il n'y a pas de sujet interdit, c'est aussi le meilleur moyen de promouvoir le cyclisme pour les femmes. C'est un des meilleurs moyens, et puis c'est surtout qu'on montre que oui, pour un homme, c'est naturel de s'arrêter, faire pipi en pleine campagne ou dans un champ, et que les femmes n'ont pas forcément les mêmes facilités. Et c'est très bien parce que ça met aussi un pied d'égalité en montrant que oui, même les femmes doivent s'arrêter au bord de la route faire pipi, par exemple. Exactement. Mais exactement. Et il faut en parler, et c'est bien de pouvoir en parler ouvertement aussi. On est en 2023 et les mentalités évoluent. Julien, on passe au classement. On va passer au classement et à l'étape de demain. Donc le classement avec l'étape déjà remportée par Demi Vollering avec 1,58 d'avance sur Kazi Neville-Doma, 2,34 sur Van Vleuten, Moolman 4e, Labous 5. Le top 10 est complété de cette étape par Kopecky, Sant Esteban, Cavalli, Ludwig et Bauernfeind, la vainqueur d'il y a 48 heures si je ne me trompe pas. Ricarda Bauernfeind qui a fait une belle montée à 7 minutes, elle termine 10e à 7 minutes. Et là, Willy termine 11e de cette étape de la Life Plus Wahoo. C'était la bataille du jour aussi. On verra dans le classement du meilleur jeune, le classement de la meilleure jeune, avec Cédrine Carbaol qui a fait une très belle montée. Cédrine Carbaol, pour l'avoir rencontré au départ de Lannemezan, est considéré l'Aspin et le Tourmalet comme des chronos en côte. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Entre Willy et Carbaol, entre la 11e et 14e place, il y a Amanda Spratt de la Lille-Lautrec. On en parlait hier soir, on faisait d'Elisa Longo Borghini l'une de nos outsiders les plus sérieuses pour l'étape du jour. Abandon ce matin au départ de Lannemezan d'Elisa Longo Borghini qui n'est pas repartie. Elisa Longo Borghini malade. Et donc on a derrière Amanda Spratt, Anna Ludwig de la Uno X. Le top 15 est complété par Erika Magnaldi de la UAE. Silvia Persico, déception, qui fait 18e à 9,54. Mavi Garcia 20e à plus de 10 minutes, Léa Curigné 22e donc à 12 minutes 39. Je regarde un peu à la Cofidis notamment où est-ce qu'on a terminé. Liane Lippert qui fait 28e à 14 après d'un quart d'heure. Coralie Demey, Simone Boilard après un peu plus d'un quart d'heure, 16-18 minutes 36-37e de l'étape intéressante. Et après notamment les Cofidis, on a vu une Cofidis se garer au pied de l'Aspin, il me semble, non Julien? Oui, Martina Alzini qui l'avait annoncé avant le départ, qu'elle prenait juste le départ de l'étape. Après, on peut penser ce qu'on en veut. Moi, je trouve que c'est un peu un manque de respect d'annoncer, dire je vais arrêter là l'étape.
Dans ce cas-là, surtout que c'était vu en Mondiovision. En Mondiovision, on l'a vu s'arrêter, se garer au bord de l'Aspin et dire au revoir. Si c'est pour faire que 40 bornes, prends pas le départ. C'est mon avis, et pourtant j'aime bien Martina Alzini parce que c'est une super coureuse, sous-cotée, très bonne sprinteuse et aussi très bonne pistarde. Non, mais c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai que l'avoir vu se garer comme ça au pied de l'Aspin et de se dire bon bah allez, au revoir le Tour. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui auraient aimé déjà grimper le Tourmalet en course et on va pas épiloguer, on va passer ne serait-ce que même participer au Tour. Il y en a qui ont été sélectionnés. Exactement, au sein même peut-être de son équipe, Cofidis. Le classement général d'Amy Vollering qui donc récupère ce maillot jaune, qui prend ce maillot jaune, 1,50 d'avance sur Niewiadoma avant le contre-la-montre de demain à Pau, 2,28 sur Van Vleuten, 2,35 sur Kopecky, 2,39 sur Ashley Moolman, 3,41 sur Juliette Labousse. Ça va être serré pour cette troisième place et même les places dans le top 5 au classement général final de ce Tour demain soir à Pau. Top 10 complété par Santé Esteban, Ludwig Bauernfeind et Amanda Spratt. Cédric Carbaol 13e du classement général à 10 minutes 06 de Demi Vollering. Quand on connaît la force de Cédric Carbaol, championne de France du contre-la-montre, elle est à 40 secondes de la 11e place d'Erika Magnaldi. Elle est à un peu moins de 2 minutes, 1,50 d'Amanda Spratt. Allez, je te pose la question, est-ce que Cédric Carbaol peut terminer dans le top 10 du Tour de France? Ce serait beau, ce serait très très beau. Le problème, c'est que juste avant elle dans le classement général, la Marcus, Réjeanne Marcus, Jumbo, qui a comme référence d'être championne des Pays-Bas du chrono devant Vollering et Van Vleuten, ce qui classe une performance généralement quand il y a ces deux noms sur le podium. Ouais. Après, sur un chrono d'un jour, pourquoi pas? Elle a le maillot blanc, c'est aussi ce qui peut la transcender, et elle a que 2 minutes d'avance sur Ella Wiley, qui a été dans ses jeunes années championne de Nouvelle-Zélande du chrono chez les juniors. À surveiller, donc Ella Wiley t'en parle, deuxième à 2 minutes donc de Cédric Carbaol dans ce classement de la meilleure jeune. À plus de 20 minutes, on a Gasparini et Léa Curigny qui est remonté à 4e place de classement de meilleure jeune à 27,40. Le classement par points, c'est fait. Kopecky 228 points, Ashley Moolman 153 points, Bauernfeind 81 points, Vollering 80 points. Voilà, et classement du maillot à poids avec Kazi Niewiadoma qui est passé en tête de l'Aspin, qui fait 2e au Tourmalet, 27 points. Devant Yara Kastelein, 4 points devant. Je crois qu'il y a une cote sur le parcours de demain, mais ça sera pas assez pour aller chercher Niewiadoma au classement de la montagne. Julien, le classement chez les équipes, SD Works 6,51 d'avance sur Canyon SRAM, 11,32 sur la Movistar et les FDJ Suez 4e à 15,50. Demain, Julien, allez, il nous reste très peu de temps avant la fin de ce podcast, donc ton pronostic demain, tu me dis qu'il y avait 2 filles qui sont épouvantail. On a Lotto Kopecky et on a qui? On a sa coéquipière, la championne de Suisse sur route, qui est en course en ligne, qui n'a pas encore eu de championnat de chrono, mais Marlène Reusser devrait s'imposer assez facilement sur le chrono, sauf accident. Pronostic Marlène Reusser. Ok, Marlène Reusser, donc contre la montre demain entre Pau et Pau. On va descendre au sud de Pau, aller chercher même limite les vignes, les vignes du Jurançon, 22 km avec une petite bosse au milieu et un petit taquet. Un petit cul là, qui va remonter là dans les derniers mètres, qui fait penser à la montée. Je ne sais pas si c'est la même rue, mais ça doit être peut-être une rue parallèle, en tout cas dans Pau, là où Alaphilippe avait grimpé avec le maillot jaune, avait survolé ce petit coup de cul. Alors l'arrivée est la même. Et l'arrivée sera à côté de la place. Le départ sera de la place de Verdun et l'arrivée sera juste à côté, dans la rue qui colle la place de Verdun. Ça sera juste à côté. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Mon pronostic demain, c'est Lotto Kopecky. On va voir ce que ça va donner, mais SD Works aussi. Donc on va voir. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Débrief demain soir du Tour Femmes après l'arrivée à Pau. Et pas de souci, alors à demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce débrief de la 7e étape du Tour Femmes. Bravo mesdames, bravo pour ce que vous avez fait aujourd'hui. On se retrouve demain soir à Pau pour le grand débrief de ce Tour de France Femmes. Ciao, ciao. Juliette, une belle 5e place au sommet du Tourmalet. Déjà félicitations, est-ce que tu peux nous raconter ta place? Ouais, je suis contente de cette 5e place. C'est parti fort comme prévu dans le col d'Aspin. Je me suis accrochée avec le 2e groupe. On est revenu dans la vallée et Kasia Niewiadoma qui était en tête. Moi personnellement je ne l'ai jamais revu. Et après mon groupe se regardait un petit peu parce que il y avait Lotto Kopecky qui était plutôt bien. Donc Demi attendait pour attaquer. Donc j'ai essayé d'attaquer pour essayer de fatiguer Ashley, Moolman Passio et Lotto Kopecky, mais ça a marché qu'avec Lotto. Mais voilà, je suis contente. Après j'ai pris mon propre train quand Demi
et ennemis qui ont attaqué et moi j'ai tout donné jusqu'au dessus. La question est peut-être un peu bizarre, mais est-ce que vous avez pris du plaisir dans cette ascension du Tourmalet? Un petit peu, ouais, plaisir dans la Suite France, il y avait énormément de public qui m'encourageait aussi. Donc ça me poussait vraiment vers le haut et j'avais des frissons. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir aussi marqué un peu l'histoire du cyclisme féminin? Moi je pense que c'était vraiment mythique de finir là-haut et peut-être que les conditions météorologiques le rendent aussi encore plus mythique. Donc non, c'est beau. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance déjà de rentrer dans le top 5 et aussi d'accrocher? C'est peut-être un peu lointain, mais le podium il est un petit peu loin. Bah, je vais tout donner demain et puis on verra ce que ça donne à la fin. Ton pronostic, Demi Vollering, imbattable, et puis derrière l'Autopopéki, elle peut aussi revenir sur les autres? Ouais, j'ai pas encore regardé les classements, faut que je regarde un petit peu mieux, mais ouais, c'est possible. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Audrey, dans la fraîcheur du Tourmalet, bon, raconte-nous un peu cette journée. Ça a été... Oh là là. Ça a été une bonne journée. Franchement, je voulais vraiment faire une journée tranquille dans le groupe Eto. C'est ce qui s'est passé. Et du coup, non, vraiment contente de ma journée. On a pu profiter des 2 ascensions en profitant du public et du nombre de personnes qui étaient là. C'était vraiment génial. J'ai vraiment eu des frissons sur les 2 ascensions. Ça m'a poussé vers le haut. Donc c'était vraiment cool. J'ai passé une bonne journée. On a vraiment vu beaucoup de monde dans ces ascensions. C'est magnifique à vivre. Ouais, c'est clair. Et j'ai l'image du Tourmalet chez les hommes cette année. Et c'était vraiment la folie. Bon, il faisait un peu meilleur, donc c'est vrai que je pense qu'il y avait encore plus de monde, mais j'avais vraiment envie de vivre ça une fois dans ma carrière, avoir juste un tout petit passage dans les virages et être entouré de la foule, et c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui, donc c'est juste génial. Est-ce que tu as reconnu le Tourmalet ou non? En fait, dans le brouillard, ça a totalement chamboulé un peu. Ouais, non, j'ai rien reconnu à part le passage dans la Mongie, et encore, on voyait vraiment rien. C'était assez dangereux d'ailleurs, même pour redescendre après. Ça rend, je pense, les images encore plus belles et encore plus mythiques, donc ouais, c'est un mal pour un bien. Je termine avec ça. Quand tu as commencé à être professionnel, même à être junior et tout, tu as rêvé d'être professionnel. Est-ce que tu t'imaginais grimper le Tourmalet un jour dans ta carrière dans le Tour de France? Non, jamais. D'ailleurs, j'imaginais même pas devenir professionnel un jour, donc je pense qu'il n'y a aucune d'entre nous qui pouvait rêver de ça il y a encore 10 ans, et c'est que le début, parce que bon, a priori l'année prochaine ce sera encore plus dur, l'étape Rennes, donc va falloir qu'on s'habitue, et puis je trouve que c'est normal pour nous les filles de passer ce genre de col. Ça fait longtemps qu'on le fait sur le Giro, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas sur le Tour. On est vraiment sur la bonne pente au niveau des filles? Ouais, bien sûr, on est sur la pente ascendante déjà depuis quelques années, et c'est que le début.